Avez-vous entendu parler de l'histoire de l'homme d'affaires Michel Ohayon? Non? Alors accrochez-vous, voilà une belle occasion de comprendre comment fonctionne le délit de banqueroute. En quelques mois, Michel Ohayon est passé du statut de businessman millionnaire à celui de principal intéressé dans une enquête judiciaire. On a lu dans Libération que les enquêteurs s'intéressaient à 2 ponctions suspectes sur la trésorerie de Gosport pour un montant total de plus de 50 millions d'euros. Et cela alors que Gosport avait bénéficié de 2 prêts garantis par l'État pour un montant de 55 millions d'euros pendant la crise du Covid. Autant dire que ça n'est pas passé inaperçu. Le ministère public a indiqué qu'une enquête avait été ouverte par la JUNALCO, c'est-à-dire la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée. Créée en 2019, c'est une division spéciale du parquet de Paris qui travaille sur le haut du panier de la grande criminalité organisée. Concernant Michel Ohayon, elle a ouvert une instruction judiciaire portant sur des faits susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie en bande organisée, blanchiment, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, abus de biens sociaux et enfin banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif. C'est ce dernier point qui va nous intéresser plus particulièrement. Alors on plante le décor. Vous avez sans doute constaté dans l'actualité de ces derniers mois des annonces retentissantes concernant les difficultés et parfois même la liquidation de grandes enseignes. Camaïeu, Foucault, les Galeries Lafayette ou encore Gosport. Le point commun de toutes ces entreprises, c'est qu'elles étaient dirigées ou détenues par Michel Ohayon ou sa famille. Alors, ces faillites en cascade, sont-elles uniquement dues au contexte économique difficile ou alors sont-elles la conséquence de fautes du dirigeant? Nous allons voir ensemble dans quelles circonstances le dirigeant peut être sanctionné pour banqueroute. Premièrement, il nous faut une entreprise placée en redressement ou en liquidation judiciaire. Comment une entreprise en arrive là? C'est assez simple. Comme tout organisme vivant, une société vit, se développe et parfois tombe malade. Ce sont les difficultés économiques, sociales, commerciales qu'elle rencontre. Sur le plan juridique, on considère qu'une entreprise est en difficulté avérée quand elle est en état de cessation des paiements. C'est-à-dire que son actif disponible, l'argent immédiatement mobilisable, n'est pas suffisant pour payer son passif exigible, c'est-à-dire les factures qui sont arrivées à échéance. C'est cet équilibre entre l'actif disponible et le passif exigible qui est au cœur de tous les mécanismes du droit des entreprises en difficulté. Et c'est sur cet état de cessation des paiements que le tribunal va devoir se prononcer quand le dirigeant se présente devant lui pour faire état de ses difficultés. Le tribunal va examiner la situation de l'entreprise et s'il considère qu'il y a une chance de la sauver, il va la placer en sauvegarde ou en redressement judiciaire. Si la société est au-dessus de certains seuils, en termes de chiffre d'affaires ou de nombre de salariés, il va même désigner un administrateur judiciaire qui sera nommé pour accompagner le dirigeant dans la recherche d'une solution. L'administrateur, c'est un peu le médecin urgentiste des entreprises en difficulté. Alors, ces solutions, ça peut être soit la sortie pure et simple de l'entreprise de la procédure judiciaire, suite à un retour au positif de sa situation, on dit alors qu'elle est in bonis. Ça peut également être l'adoption d'un plan qui prévoit un étalement du paiement des dettes de l'entreprise sur une période qui peut aller jusqu'à 10 ans, ou encore la cession de tout ou partie de la société. Mais si aucune de ces solutions n'est possible, on se dirigera alors vers la liquidation de la société. C'est sa mise à mort. L'objectif, c'est d'éviter le fameux effet domino, c'est-à-dire qu'une entreprise moribonde entraîne dans sa chute ses fournisseurs ou ses partenaires. On coupe la branche morte de l'arbre avant qu'elle ne contamine tout le verger. Alors, que se passe-t-il pour le dirigeant après la mort de la société? Pour le savoir, il faut d'abord se demander qui est le dirigeant de l'entreprise. Un dirigeant peut être commerçant, artisan, agriculteur, professionnel indépendant ou encore professionnel libéral. Il existe des dirigeants de droit ou de fait. Alors, on comprend très bien qui sont les dirigeants de droit, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits au cabis de l'entreprise et donc identifiés comme étant dirigeants aux yeux de tous. Mais il est intéressant de se pencher sur la situation des dirigeants de fait, parce qu'il n'est pas anecdotique de voir des sociétés où une personne, pourtant non dirigeante officiellement, intervient en réalité activement dans la gestion. Et c'est cette notion d'immixtion dans la gestion qui va devoir être caractérisée. On va notamment regarder qui a accès au compte bancaire de la société, qui signe les contrats importants, qui représente l'entreprise et mène des négociations commerciales avec les gros fournisseurs ou les clients. On pourra alors constituer un faisceau d'indices qui aideront à déterminer si un dirigeant de fait s'est immiscé dans la gestion de l'entreprise. Ça peut être un associé, un salarié, un bailleur de fonds ou même un parent ou un ami du dirigeant de droit. Une fois le dirigeant de droit ou de fait identifié, intéressons-nous à son sort après le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de la société. Alors tout dépend de l'époque à laquelle il se trouve et de ce qu'il a fait. Dans le droit romain, le commerçant suivait le sort de son commerce. Il était tout simplement condamné à mort et ses biens étaient vendus pour rembourser ses créanciers, quelle que soit la raison qui a conduit à la faillite. Bon, progressivement, le législateur est allé vers plus de clémence, ce que l'on peut saluer. Avant l'écriture du Code de commerce de 1807, le dirigeant d'une entreprise en faillite était automatiquement considéré comme fautif. En conséquence, il est automatiquement exclu à vie du monde des affaires. Et cette exclusion était symbolisée par la rupture en public de son comptoir de vente, son banc. C'est la bancarrota, la fameuse banqueroute qui nous intéresse aujourd'hui.
Désormais, l'objectif du législateur est clairement d'aider le dirigeant en difficulté. On l'accompagne et on l'encourage à tirer la sonnette d'alarme le plus tôt possible quand les difficultés surviennent. Donc il serait illogique qu'il soit puni pour cette diligence. On part donc du principe qu'il est juste malchanceux et il encourt des sanctions uniquement si sa faute de gestion est démontrée. À noter, le dirigeant non fautif dont l'entreprise tombe en liquidation judiciaire ne peut pas s'inscrire à France Travail, ancien Pôle emploi, et ne touchera donc pas le chômage. Donc désormais, pour qu'il y ait délit de banqueroute, il nous faut une société qui soit en redressement ou en liquidation judiciaire, et il faudra également une faute. Mais de quel type de faute parlons-nous? Alors au fil des réformes, la loi a progressivement précisé et circonscrit les cas où la responsabilité du dirigeant peut être engagée. Elles sont désormais écrites au titre 5 du livre 6 du Code de commerce qui s'intitule très clairement des responsabilités et des sanctions. On distingue donc d'une part les responsabilités, qui sont en réalité des sanctions mais uniquement patrimoniales, et d'autre part les sanctions au sens strict, qui elles sont d'ordre professionnel, voire pénal. On attaque avec les responsabilités. Le tribunal compétent est celui qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire. Donc dans la majorité des cas, c'est le tribunal de commerce. Qui pourra demander ces sanctions? Principalement le liquidateur, puisque par ses fonctions, il est aux premières loges pour détecter les fautes, ou encore par exemple le ministère public. On note quand même que le tribunal ne peut pas se saisir lui-même, ni même un co-dirigeant ou des salariés. Concrètement, comment ça fonctionne? Les juges vont rechercher la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs. Donc il nous faut une faute, une insuffisance d'actifs, on retrouve ici notre notion clé d'actifs disponibles insuffisants pour payer les dettes exigibles, et un lien de causalité, c'est-à-dire prouver que la faute du dirigeant a en tout ou partie entraîné cette insuffisance d'actifs. Concernant l'appréciation de la faute de gestion, on prend en référence l'attitude d'un dirigeant normalement avisé qui exerce les mêmes fonctions. Les juges tiennent compte du fait que la gestion d'une société n'est pas un long fleuve tranquille et que donc il ne s'agit pas d'une science exacte. En effet, n'oubliez pas qu'au tribunal de commerce, les juges sont d'anciens dirigeants d'entreprise. Pourront être retenus comme faute de gestion, par exemple, un défaut de tenue de comptabilité, le fait de se rendre au tribunal trop tardivement pour faire part de ses difficultés, ou encore un manquement du dirigeant à ses obligations légales. Si le tribunal juge que les conditions de la responsabilité en insuffisance d'actifs sont réunies, il va alors condamner le dirigeant à venir combler cette insuffisance d'actifs, c'est-à-dire verser une somme d'argent. Et cette somme d'argent, particularité, sera ensuite redistribuée entre les créanciers de la société et non pas versée auprès de l'État comme ce serait le cas pour une amende. L'objectif ici, c'est que le dirigeant vienne rembourser sur ses deniers personnels de l'argent qui aurait dû être dans l'entreprise s'il n'avait pas commis de faute. Et le tribunal dispose d'un immense pouvoir d'appréciation pour déterminer le quantum, c'est-à-dire le montant auquel le dirigeant sera condamné. Celui-ci peut même aller jusqu'à la totalité du montant de l'insuffisance d'actifs de la société. On retient donc que le dirigeant, dont la faute est caractérisée, pourra être condamné à rembourser une partie des dettes de l'entreprise sur ses deniers personnels. Mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Est-ce qu'on peut par exemple lui interdire de gérer une société ou même de devenir investisseur? Et quand risque-t-il vraiment la prison? Là, on rentre dans le domaine des sanctions. Elles ont une véritable fonction d'assainissement des milieux économiques. Il faut noter que ces sanctions sont assez exceptionnelles. On a deux types de sanctions. D'une part les sanctions professionnelles et d'autre part les sanctions pénales. Les sanctions professionnelles, elles tendent à exclure les personnes du monde des affaires parce qu'elles sont considérées inaptes ou indélicates. Elles représentent un danger. Pourront alors être prononcées soit la faillite personnelle, qui est une interdiction générale d'être à la tête d'une société, et qui peut aussi s'accompagner d'une incapacité d'exercer une fonction publique élective. Ça peut également être une interdiction de gérer. C'est une sanction qui est de même nature mais de moindre gravité. Les effets de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer entraînent l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise pour une durée maximale de 15 ans. On retrouve ici notre véritable exclusion du monde des affaires. Sauf qu'ici, elle n'est que temporaire, je vous rappelle, maximum 15 ans. Dans les faits, il était très compliqué de contrôler l'effectivité de cette mesure. Aussi, le législateur a ordonné la création d'un fichier national des interdictions de gérer qui répertorie toutes les personnes condamnées. À noter, les professions libérales, elles, ne peuvent pas être visées par cette mesure parce qu'on considère que c'est à l'ordre professionnel de gérer les interdictions d'exercer pour ce type de profession. Exemple, les médecins. On arrive maintenant sur le volet des sanctions pénales. La plus connue et la plus grave des infractions, c'est la banqueroute. Le délit de banqueroute se caractérise par l'accomplissement d'actes volontairement frauduleux. Et c'est ça qui est important, il faut que ce soit volontaire. En pratique, la banqueroute est extrêmement rare, on compte environ 200 condamnations par an. Et les cas sont très précisément énoncés par la loi à l'article L652-2 du Code de commerce. On retient 5 cas. Premièrement, avoir dans l'intention
d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation, soit fait des achats en vue d'une revente en dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds. Deuxièmement, avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur. Le débiteur, c'est notre société. Troisièmement, avoir frauduleusement augmenté le passif de la société. Quatrièmement, avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise, ou encore s'être carrément abstenu de tenir une comptabilité. Enfin, cinquièmement, avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard de la loi. Les peines sont particulièrement lourdes, puisque une personne physique coupable de banqueroute ou de complicité de banqueroute risque une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais on retient que le tribunal correctionnel ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Autant dire que c'est quand même extrêmement rare. Des peines complémentaires peuvent également s'ajouter, comme l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou certaines activités professionnelles, l'interdiction d'émettre des chèques, ou encore obliger l'affichage ou la diffusion de la décision. Alors qu'en sera-t-il pour Michel Ohaillon? L'enquête est en cours, reste à savoir si le délit de banqueroute sera caractérisé et si c'est le cas, ce que les juges décideront. J'espère que cette petite plongée dans le monde périlleux de l'entrepreneuriat vous aura plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, abonnez-vous et à très vite.